TD2, on va parler des boucles for. Donc les boucles for, donc on a vu la dernière fois les boucles while, les boucles do while en fin de TD. Donc aujourd'hui, on va voir une boucle for. La boucle for, ça se programme comme ça. Ok, donc j'ai un projet TD2 avec un main.cpt. Donc la boucle for, elle permet de faire tourner sur une variable entière. Là, on va prendre une variable entière qu'on initialise à une première valeur qu'on veut utiliser, par exemple 0. On dit jusqu'à quelle valeur on veut tourner. On veut passer dans la boucle tant que, on va mettre une condition, par exemple, tant que i est plus petit que 10. Donc, dès que i égale 10, je vais sortir. Et quand j'arrive à la fin des instructions que je vais mettre dans la boucle, qu'est-ce que je veux faire avant de recommencer? Eh bien, je vais, par exemple, incrémenter, donc ajouter 1 à i. Donc, je démarre ma boucle à i égale 0. Je passe dans la boucle tant que i est plus petit que 10 et à la fin de la boucle, je rajoute 1 à i. Donc, les instructions qu'on va faire dans la boucle, on va les mettre, entre accolades. Toutes les instructions. Par exemple, je peux dire que je vais écrire 10 fois à l'écran avec un cout les mots Hello World. Donc, si je compile, je l'ai fait tourner, il me l'a écrit 10 fois. Donc, premier exercice du jour, on va faire une boucle for. Il est le TD, il est là derrière. Ok, donc on va utiliser la boucle for pour faire une somme. Okay. Donc quand on fait une somme, eh bien on veut garder l'information de la somme dans la variable à gauche du égal. Alors il n'y a pas les caractères grecs dans le C++, donc il va falloir l'appeler par exemple, on peut l'appeler pi. Voilà. On va l'appeler pi par exemple. Alors à votre avis, cette variable, elle doit être de quel type? Double? Donc un double. Donc ok, effectivement, donc quelque part dans le programme, on va voir déclarer double et la variable. Donc on va d'abord la déclarer. Ensuite, on voit que pour faire la somme de 0 à l'infini, alors on va pas aller jusqu'à l'infini parce qu'on n'a pas le temps. On va prendre un nombre n grand. Donc au lieu de faire l'infini, on va mettre ici un n max. Et on vous dit, donc voilà, on peut pas aller jusqu'à l'infini. On va choisir de calculer la somme jusqu'à une valeur n max donnée pour obtenir une valeur approchée de pi. Donc on va écrire le programme de façon qui permet à l'utilisateur de choisir la valeur de n max avant de calculer pi. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans l'énoncé? Cette phrase-là, permettre à l'utilisateur de choisir la valeur de nmax. Comment on va faire pour permettre à l'utilisateur de choisir nmax? Cout, on demande d'entrer nmax. Est-ce que, voilà, et après un cin. Donc, effectivement, quand on demande, on va interagir avec l'utilisateur, on va faire un cout pour écrire et puis pour récupérer l'information, on utilise in. On veut rentrer quelque chose dans le programme. Ici, par exemple, et on va le mettre dans la variable qui nous intéresse, nmax. Ok? Donc, pour cela, il va falloir du coup déclarer nmax avant. Toutes les variables qu'on utilise, il faut dire de quel type elles sont, parce que si c'est un entier, un double, donc un réel, une chaîne de caractères, ça prend pas la même place en mémoire. Donc il faut dire au programme qui va traduire notre programme en langage compréhensible à l'ordinateur combien de place il doit réserver. Donc ça veut dire qu'il faut déclarer la variable avant. Voilà. Et donc la somme, on va la faire avec une boucle for. Est-ce que dire double pi, ça va suffire? Donc ça, pi, je vais lui rajouter ça. Je vais faire une boucle sur quelle variable d'ailleurs, si je veux reproduire ce schéma-là. À quoi ça correspond à une somme. Donc c'est une somme. Donc quand n vaut 0, ça vaut moins 1 exposant 0 sur 1, donc ça vaut 1, donc ça c'est 1. Quand n vaut 1, ça vaut 1, moins 1 exposant 1, donc moins 1, moins 1. Et ici, 2 plus 1, donc 3, donc c'est moins 1 sur 3. Quand n vaut 2, ça vaut moins 1 exposant 2, ça vaut 1, ça va être plus 1. 2 fois 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Voilà, etc. Il y a plusieurs façons de faire ceci. On peut chaque fois avoir une variable signe, par exemple, une variable signe qui vaut moins 1 et puis qu'on multiplie par elle-même donc on change de signe à chaque coup, parce qu'on voit qu'à chaque coup, on va changer de signe. Ou on peut utiliser la fonction POW, qui fait moins 1 exposant n. On va le corriger parce que
Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, première chose, on va écrire un programme qui permet à l'utilisateur de choisir Nmax. Ok, on va commencer par ça. Donc, on veut permettre à l'utilisateur de choisir Nmax, et donc ça veut dire cout. Alors, on affiche à l'écran une demande pour Nmax et on récupère Nmax. Alors, est-ce que ça va marcher si j'écris ça comme ça? Non, dis-moi. Il faut d'abord déclarer la variable. On va déclarer la variable qui est Nmax et ça, c'est une variable qui est entière, donc Nmax. J'ai bien IOStream et using namespace std, donc jusque-là, c'est bon. Donc ici, j'ai récupéré Nmax. Je vais faire une boucle for qui va jusqu'à Nmax et donc là, mon but est de calculer la valeur approchée de pi, c'est-à-dire faire cette somme non pas jusqu'à l'infini, mais jusqu'à Nmax. Alors, je veux calculer pi, donc rebelote, je dois déclarer ma variable. Alors, je vais la déclarer avant, double pi. Ok. Et chaque fois que je suis dans la boucle, i va valoir d'abord 0, puis on va lui rajouter 1, etc. Puis on va lui rajouter 1, donc il va valoir 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à Nmax. Donc, je vais ma somme, donc ça va être pi, plus égal, donc c'est la même chose que ça. Donc, je rajoute à la valeur précédente de pi le nouveau terme. Mon nouveau terme, donc, c'est moins 1 exposant n, donc c'est O de moins 1 n divisé par 2n plus 1. Alors, alors, 2n plus 1, si j'écris 2n, alors ici, d'abord, c'est pas des n puisque j'ai pris des i, voilà. Si ma boucle, elle est sur i. Alors, est-ce que ça peut marcher? Non, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Alors, oui, si je veux aller jusqu'à nmax, ok. Oui, je peux aller jusqu'à Nmax inclus. Alors, on m'a dit i est pas déclaré, c'est ça? 2i n'est pas déclaré. Alors, je peux effectivement pas faire de variable, déjà 2i, voilà, mais l'ordinateur, il faut une fois de plus tout lui expliquer. Il connaît pas les notations mathématiques comme le signe somme. Il ne connaît pas le fait qu'on enlève le fois. Alors là, ici, le fois, il est implicite. On l'écrit pas, mais on sait tous que c'est fois. Donc, le fois, il faut l'écrire. Et est-ce que comme ça va donner, même si je rajoute le point virgule, est-ce que ça va donner le bon résultat? Donc, effectivement, comme sur votre machine à calculer, la multiplication et la division ont priorité sur la somme ou la soustraction. Ça veut dire que comme ça, il va faire moins 1 exposant i divisé par 2i. Pardon, il va faire divisé par 2, puis il va multiplier le tout par i, puis il va faire plus 1. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, si on veut 2i plus 1, il faut l'écrire comme ça. Comme ça, il va d'abord calculer 2 fois i, puis il va rajouter 1, et puis il va faire la division. Pourquoi on a mis 2 pi? Alors, dans ma somme, je repars de la valeur où j'étais arrivé. Donc, au départ, pi, je lui donne une valeur de départ. Je l'initialise à 0. Au départ, pi vaut 0. Première fois qu'on passe dans la boucle, je vais lui rajouter la valeur pour i égale à 0, c'est-à-dire, on l'avait calculé là, 1. Ok? Donc, quand je finis ma boucle quand j'arrive à la fin de ma boucle, pi vaut 1. Ok? Je veux faire une somme. Donc, après, à la fin de ma boucle, je rajoute 1 à i, donc i vaut 2. Et ce que je fais, c'est que je dis que pi vaut 1 plus le nouveau terme. Le nouveau terme, il vaut moins 1 tiers. Ok? Donc là, j'ai 1 moins 1 tiers. Donc là, j'ai 2 tiers. Voilà. Je finis ma boucle, je rajoute 1 à i, il vaut 3. Pi, il vaut toujours du coup 2 tiers. Et je veux lui rajouter le terme suivant, un cinquième. Ok? Donc, si je le rajoute pas à la valeur précédente, je vais jamais avoir ma somme. Donc, quand on fait une somme, on déclare la variable, on la met à 0, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'il y a dans la case mémoire qui correspond. Et puis, on rajoute 1 à 1 tous les termes de la somme. Oui? Alors, le 4, on va y venir. Parce que, en fait, tu vois, tu fais 4 fois la somme. Ok? Donc, on va faire la somme. Et quand on aura toute la somme, on va la multiplier par 4. Alors, tu peux dire que pi est égal à pi plus 4 fois ça. Je vais faire ça, comme ça. Et pas faire Mais bon, ça veut dire que je vais avoir nmax multiplication à faire. Tandis que si je fais, et ça va être juste, ton résultat, si je dis ici pi égale 4 fois pi. Ouais. Alors, n, il n'est pas déclaré. Ok, n, tu le déclares. Mais
ça va compiler, mais ça va pas donner pi. Pi, c'est la somme de tous ces termes. Donc, si tu rajoutes pas le nouveau terme à pi, parce que, bon, quand tu dis double pi égale à 0, il vaut pas 3, 14, 15, etc. Hein, il vaut 0. Ce qu'on cherche, c'est à calculer sa valeur. On peut calculer sa valeur parce qu'il est égal à cette série-là. Et donc, eh bien, on doit rajouter 1 à 1 à notre variable tous les termes de la somme. Si tu rajoutes 1/5 à une variable z que tu dis égale à 0, qu'est-ce qu'elle vaut cette variable? Enfin, tu vois, l'ordinateur, il fait les instructions dans l'ordre. Il commence par le haut et il les fait une ligne à ligne, ok? Et quand il a une boucle, il revient à la ligne du haut. Donc, au départ, pi égale à 0, mais dès que tu lui as rajouté quelque chose, il est plus égal à 0, il est égal à sa nouvelle valeur. Le égal, le signe égal en programmation, il copie la valeur de ce qu'il y a à droite du égal dans ce qu'il y a à gauche. Donc, si ici, pi, il vaut encore 0, il va calculer 0 plus 1, quand i égale à 0, et puis il va mettre 1 dans pi. Le égal, c'est une instruction qui dit, ok, tu calcules ce qui est à droite, et puis tu remplis ce qui est à gauche. Donc, pi va changer de valeur, ok? Effectivement, le égal en programmation, c'est pas le égal dont on a l'habitude. C'est ce qu'on appelle un opérateur d'affectation, c'est-à-dire il affecte, il donne la valeur de ce qui est à droite du égal à la variable qui est à gauche. Donc, on peut pas l'écrire dans l'autre sens. Je pourrais pas dire pi plus po machin chose est égal à pi. Ça marcherait pas. Donc, voilà. Donc là, c'est la nouvelle valeur de pi, elle est là. Et donc, à chaque fois qu'on passe dans la boucle, on reprend la valeur actuelle de pi, qui est celle de sortie de boucle. Donc, on est à 1 quand i vaut 1. J'arrive à 1. Et on lui rajoute le nouveau terme et on le remet dans pi. Ça permet de faire des économies de variables aussi. Ça s'appelle toujours pareil. Oui, dis-moi. Dans la boucle, je calcule toute cette somme, ok? Et puis, je multiplie le résultat par 4. Ouais. Tu vois, ici, en fait, là, la façon dont je l'ai programmé, c'est exactement ça. Donc, ici, si tu dois le faire à la main sur du papier, tu vas commencer par faire ta somme, puis tu vas multiplier ton résultat par 4. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est juste si je fais ça, tu veux, je peux faire ça. Mais d'abord, et du coup, je fais pas ça. Ok? Ça va marcher aussi. Il y a toujours, la plupart du temps, il y a plusieurs façons de faire les choses qui vont être correctes. Maintenant, si je veux que mon programme il aille plus vite, je fais en sorte qu'il ait le moins de choses à faire. Et donc ici, je vais avoir nmax plus une multiplication, tandis que si je le mets là, j'en ai qu'une seule. Tu vois? Bon. Maintenant, les deux vont marcher. Voilà, dans les deux cas, vous aurez les points à l'examen. Effectivement, ça peut être dérangeant de voir pi égale 4 fois pi. Ça peut pas, effectivement, mais c'est parce que le égal en programmation calcule ce qu'il y a à droite. Donc, je vais faire 4 fois la valeur que j'ai pour ma somme et je remets ce résultat dans la variable pi. Effectivement, il faut s'habituer à ce que ce égal, il soit pas un égal habituel. Alors, ce que j'avais écrit tout à l'heure, je vais le mettre en commentaire, pi plus égal, voilà, ça c'est la même chose, ok? C'est plus égal, c'est-à-dire je reprends le même et je rajoute. On peut faire fois égal, on peut faire diviser égal, etc. Ça c'est la même chose que pi fois égale 4. Pi égale pi, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, et puis on va essayer ce que tu proposes. Donc ici je vais récupérer ça, ça a compilé, il n'y a pas de souci. Je réessaye de le faire tourner. Il me demande nmax, je vais mettre 100, voilà. Et on voit bien ici qu'il a calculé et il me met pi égale 3, 15, 114, etc. Ça marche quand même pas super. On est trop loin. Il faut un peu plus. Donc là, j'en ai mis 10 000, ça marche mieux. Donc là, visiblement, po. Donc alors, ça veut dire que po renvoie un double. Ça, c'était déjà un double, à la limite. Po renvoie un double. Mais il faut de toute façon, à chaque fois, faire vraiment attention aux divisions par les entiers. Voilà. Si je mets 100 000, 3, 14, 16. Ah oui, la boucle for. Oui, tu avais la question. Je l'ai oublié. Tu fais bien de rappeler. Donc, il y avait la question. Si je mets tout dans la boucle for, on va voir ce qui se passe. Donc, je mets tout dans la boucle for. On voit bien, correct. Tac. Okay. Donc, je mets tout dans la boucle for et je compile. Tac. Alors, il se plaint que déjà nmax est utilisé. Voilà. Donc, ici, on a un premier problème. Donc, quand tu compiles, il te dit la variable nmax est utilisée non initialisée. Donc là, oui, parce qu'en fait, là, j'utilise nmax pour tester si je suis bien dans les clous et en fait, je connais pas encore nmax. Donc là, premier problème. Alors, on peut se dire,
OK, si je veux initialiser nmax, je peux le mettre là et je peux le mettre dans la boucle. Ah, je vais supprimer mon truc là dont on n'a pas besoin. Hein. C'est un peu du C. Pardon? C'est pas son rôle, c'est la fin de la somme. Tu veux aller jusqu'à nmax. Je te laisse réfléchir à ce que tu veux. On va regarder, on va d'abord répondre à la question du truc dans la boucle. Si je laisse le nmax ici, donc je mets par exemple 100, ben il est dans la boucle. Donc à chaque coup, on va changer nmax. Et en plus, t'as plus à paix, hein. Tu te demandes à chaque coup. Il te fait plus les calculs. Tout ce qui est dans la boucle va être répété tant que i est plus petit ou égal à nmax. Alors oui, tu peux changer nmax comme tu veux si tu lui demandes chaque fois dans la boucle. Hein, je peux par exemple mettre 3. Voilà, je sais pas. 2, je suis passé au-delà, si tu veux. Mais donc tout ce que tu mets dans la boucle, il va être répété. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la fin de la boucle. Donc on le met en dehors de la boucle. OK? Est-ce que ça répond à ce que tu pensais aussi? OK. Donc je vais l'enlever là. Hein. OK. Hein. Et donc ici, notre programme, il fonctionne. Donc on va un petit peu avancer quand même, hein, parce qu'on a de nouveau quelque chose de bien chargé. Donc, autre chose qu'on va voir aujourd'hui, les nombres aléatoires. Les nombres aléatoires, c'est-à-dire, alors, ils sont pas vraiment aléatoires puisqu'on a la fonction rand permet de générer une suite de nombres qui sont comme aléatoires. Ils sont évidemment pas aléatoires puisque une fois ils calculent le suivant à partir du précédent, hein, dans une boucle, voilà. Donc la fonction rand, quand on l'utilise, pour pouvoir l'utiliser, il faut faire un include de cstdlib parce que c'est dans la librairie cstdlib qu'est contenue la fonction rand, hein, et qu'elle est déclarée. Et quand on appelle int rand, elle va générer un nombre entre 0 et un nombre qui est déclaré et initialisé dans la librairie qui s'appelle randmax. La plupart du temps, il peut dépendre de la précision de votre ordinateur, du nombre de bits qu'il a, etc. Hein, la plupart du temps, il vaut randmax vaut 32 737. Mais on peut, par exemple, afficher randmax pour voir combien il vaut dans le cas de mon ordinateur ici et puis des utilisateurs que vous utiliserez en Ariane. Hein. Donc, quand on appelle rand, il va me rendre cette fonction va renvoyer un entier compris entre 0 et randmax. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un nombre compris entre 100 et 200. Alors, ça veut dire qu'on va devoir transformer le résultat en renvoyé par la fonction rand de façon à ce qu'il il ne nous renvoie pas un nombre entre 0 et 32 737, mais un nombre entre, par exemple, 100 et 200. Alors, d'un point de vue mathématique, comment est-ce que je vais faire ça? Alors non, on ne peut pas changer randmax, hein, il est défini une fois pour toutes, et donc on ne peut pas, la fonction, elle renvoie quelque chose. Quand tu appelles POW, tu ne peux pas rechanger ce que fait POW, par exemple. Donc ta fonction, elle renvoie un nombre entre 0 et 32 730. Oui. Et alors quand je divise mon résultat par randmax, ça me donnera un nombre entre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Voilà, ok, c'est déjà pas mal. Donc on est passé d'un nombre entre 0 et 32 739 à un nombre entre 0 et 1. Pardon? Après, tu rajoutes 100, donc tu as un nombre entre 100 et 101. Okay, c'est pas mal. Effectivement, c'est comme ça qu'il faut essayer d'attaquer le problème. Et du coup, derrière, il y avait aussi... Ouais, dis-moi. Non. On peut pas dire d'une variable quelle sera ses valeurs avant. Ça marche pas. Tu la déclares, mais en fait, quand tu la déclares, la seule chose que tu dis, c'est si c'est un réel, si c'est un entier, etc. Tu dis à l'ordinateur l'espace dont tu as besoin en mémoire. Ensuite, il faut la remplir. Voilà. Et ça, justement, c'est par calcul. Par exemple, on va déclarer int a est égal à rand. Hein, donc ça veut dire qu'on déclare un entier et on met dedans, on l'initialise avec le résultat de rand. Donc ici, par exemple, a, il appartient à 0 randmax. Ok, il est dans cet intervalle-là. Ok, tu proposais de dire que a est égal à a divisé par randmax. Alors ici d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est plutôt que de mettre un entier, je vais mettre un double. Parce que sinon, je vais avoir tout le temps 0. Donc si je fais un entier divisé par un entier, je vais avoir 0. Ici, j'ai un réel divisé par un entier, ça va. Ma nouvelle valeur de a est comprise entre 0 et 1. L'intervalle qu'on veut entre 100 et 200, hein, nous ce qu'on veut c'est 200, okay, la longueur de cet intervalle est de 100. Okay. Donc si je fais ensuite a est égal à a fois, voilà. Alors à ce moment-là, a appartient à 0, 100, hein, puisque 0 fois 100, c'est 0. Ok? Et maintenant, tu peux additionner ton 100. Ok? Parce que pour passer d'un intervalle 0 à 100 à 100, 200, ensuite, hein, il suffit de dire a est égal à a plus. Et donc là, a appartient bien à 0,
pardon, 102. OK? Donc, on se ramène d'abord à un intervalle 0, 1. On utilise la multiplication pour avoir la bonne longueur d'intervalle. Et puis, on rajoute la borne inférieure de votre intervalle. Ce que je vous propose, au lieu de faire des 100, 200, parce qu'après, ici, on vous demande de compter les éléments positifs et négatifs, je vous propose de faire min égale moins 100 et max est égal à 100. Comme ça vous fait un petit exercice, puisqu'on a résolu l'autre, de réappliquer la même chose pour faire moins 100 et 100, et d'avoir des nombres. On voulait un entier, je vais mettre un réel, double A égale, peu importe, A égale rand. OK, je vais l'initialiser à rand. Ça veut dire que je dois avoir un include cstdlib qui contient, avec un seul n, rand, max. Donc ici, je n'ai pas besoin de ces maths, donc je vais l'enlever. Je vais quand même afficher mon résultat pour voir si ça a marché. Donc je laisse ça. Donc je dis A égale à rand. Et donc qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il fallait d'abord diviser par rand max pour avoir un nombre entre 0 et 1. Ensuite, on voulait multiplier par la longueur de l'intervalle. Donc, je vais multiplier par la longueur de l'intervalle, voilà, fois. Donc, ici, 100 moins 100, voilà, c'est ma longueur de l'intervalle. Enfin, c'est 200, mais si je remplace ça par, faire ça, proposer ça, int nmin égale moins 100, int nmax, égale 100. Donc là, c'est la longueur de l'intervalle. Comme ça marche pour n'importe quel nombre. J'ai la bonne longueur d'intervalle et après tout ça, je rajoute la borne inférieure de mon intervalle. OK? Donc, je rajoute moins 100, donc j'enlève 100. Alors, l'énoncé demande un entier, comme on m'a si bien fait remarquer. Donc, je peux dire int b égale a. Pour avoir un entier. Et ici, pour éviter la division d'un entier par un entier. Et je vais enlever l'apostrophe, sinon ça ne va pas aller. D'un entier par un entier. OK. Donc, et après, parce que quand même j'ai envie de voir si ça a marché, je vais faire cout b. Oui, ouais. Donc, je déclare B et immédiatement, je lui affecte la valeur de A. Quand je fais ça, quand j'affecte un double à un entier, il va tronquer le double. Donc, il va enlever tout ce qu'il y a derrière la virgule. Enfin, le point ici, puisque c'est la notation anglaise. Max moins min plus, là. Donc, j'ai divisé par rand max, multiplié par la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle, c'est nmax moins nmin. Et puis, j'ai rajouté 100, qui est la borne inférieure. Bon, on va essayer, parce qu'on va voir si j'ai fait des erreurs. Là, ça va. Et je vais le faire fonctionner. Tac. Il y a un petit problème. Ça vaut toujours moins 100. Donc, en fait, je n'ai pas du tout résolu mon problème de division par un entier comme ça. OK? Pourquoi? Parce qu'il fait d'abord tout ce qui est à droite. Donc, il commence par faire rand divisé par rand max et il a fait sa division d'un entier par un entier. Donc, pour éviter le problème, ici, j'ai un double du coup. Donc, A est un double et je ne vais pas avoir le problème. Et donc, je repars de la valeur de A et je la divise comme ça. Alors, on va essayer. Alors, tac, et voilà. Donc, ici, j'ai entre 100 et 200, toujours 118. Alors, entre 100 et 200, A divisé par 2 rand max, pour voir ce que ça donne. Le recompiler. Vous voyez que mon rand max, par exemple, il est différent du 32 237. Donc, ce que je fais là, c'est initialiser le nombre de départ, de façon à ce que ça ne donne pas toujours la même valeur, mais ça n'a donc, on aura... Voilà, c'est pour qu'on ne veuille pas la même valeur à chaque coup. Ça permet d'initialiser... Oui, voilà, mais c'est une série de nombres, en fait, qui dépendent de l'heure qu'il est. Time de nul, ça te donne la date, en fait, en secondes depuis 1970. Donc ça n'arrête pas de changer. Time de nul, ça va te donner le nombre de secondes maintenant par rapport à le 1er janvier 1970 à minuit. OK? Donc tu vas commencer chaque fois à un nombre différent. Et du coup, ça va avoir l'air aléatoire. Mais c'est jamais aléatoire quand tu fais avec un ordinateur. Ça te donne l'impression d'avoir quelque chose d'aléatoire, mais c'est déterministe. C'est-à-dire que chaque nombre aléatoire qui est généré par le programme, qui est calculé par le programme, va servir pour redémarrer le calcul à l'étape suivante. Et donc, si tu commences toujours au même point, tu vas te voir exactement la même série de nombres aléatoires. Donc, si on veut commencer à des points, si on veut vraiment avoir quelque chose qui ait l'impression de donner des points aléatoires, mais si je mets une boucle for et que je fais plusieurs fois rand, ça doit me donner quelque chose qui est différent, mais ça va toujours démarrer au même endroit.